Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveau d'un lance-roquettes américain avec le M20. Mais avant de se lancer dans l'histoire de cette arme anti-char, je tiens à remercier le musée de la cavalerie de Saumur qui m'accueille et qui me permet de le filmer. Et toujours un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. J'avais parlé dans une précédente vidéo des lance-roquettes M1 et M1A1. D'ailleurs, je vous invite à consulter la vidéo car je vais passer assez rapidement sur le contexte d'adoption de ces armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début du conflit, les États-Unis avaient très peu d'armement anti-char. Des recherches étaient en cours pour le développement de lance-roquettes avec des projectiles à charge creuse, mais c'est véritablement le début de la guerre qui a accéléré le processus d'adoption. Et en 1942, l'armée américaine va alors adopter le lance-roquettes M1, puis le M1A1 en 1943. Et avec l'évolution des blindages, ces M1A1 vont être moins efficaces, ce qui va lancer le développement d'un nouveau lance-roquettes qui va rapidement être surnommé le Super Bazooka. Ce développement va commencer dès 1943 et le principal changement par rapport aux anciens M1 et M1A1 va être le diamètre du tube qui est bien plus élevé. Et le lance-roquette va utiliser un projectile de 89 mm désigné M28A2. Et à titre de comparaison, le diamètre de la roquette M6A1 des anciens bazookas était de 57 mm. Et grâce à cette nouvelle roquette, l'arme est capable de pénétrer jusqu'à 280 mm de blindage. Elle est ensuite officiellement adoptée en 1945, mais avec la fin de la guerre, la production ne va pas commencer tout de suite. Et ça va être à partir de 1948 que les premiers M20 sortent des lignes de production et ils seront tout d'abord utilisés lors de la guerre de Corée qui commence le 25 juin 1950. Comme pour son prédécesseur, le M20 va recevoir quelques modifications au cours de son adoption avec la version M20A1 qui va disposer d'un nouveau boîtier pour faire une connexion entre la roquette et le lanceur. Puis on a aussi le M20B1 qui va avoir un tube entièrement en fonte d'aluminium, d'ailleurs c'est ce modèle-ci. Et on a enfin le M20A1B1 qui va combiner les caractéristiques des deux versions. Et maintenant qu'on a vu l'histoire de ce lance-roquette, on va regarder ce M20B1 d'un peu plus près. Comme on peut le voir, ce lance-roquette est assez massif, il mesure 1,5 m de long. Et au niveau du poids, en fonction des versions, il pèse 6,5 kg ou 6 kg. Par contre, même s'il mesure 1,50 m de long, il peut être assez compact car on peut le démonter grâce à un levier ici. Et à ce moment-là, on peut démonter le tube en deux et accrocher les deux parties ensemble, ce qui rend l'arme beaucoup plus facile à transporter. La mise à feu de la roquette va également se faire de manière électrique, comme sur les M1. Par contre, on n'a pas de batterie pour assurer la mise à feu, car on va avoir une magnéto contenue à l'intérieur de la poignée. Et l'appui sur la détente va envoyer une décharge électrique au niveau des connexions entre le lanceur et la roquette, ce qui va déclencher le tir. Au niveau de la poignée, on peut voir notre sûreté avec Safe et Fire. On insère la roquette à l'arrière et on peut voir qu'on a un loquet pour la maintenir en position. Comme il s'agit du M20B1, on a encore besoin de relier la roquette au lanceur avec un fil de manière manuelle. À partir du M20A1, on va avoir un boîtier de connexion avec un levier qui va permettre de faire les connexions entre le lanceur et la roquette de manière plus simple.
On a une optique que l'on peut déployer pour le tir et on peut la régler jusqu'à 900 yards, même si la portée pratique du lance-roquette est davantage aux alentours des 200-300 mètres. Les lance-roquettes M20 ont été utilisés, comme je l'ai dit, lors de la guerre de Corée, mais ils vont également être utilisés lors de la guerre du Vietnam, souvent entre les mains de l'ARVN. Les États-Unis les remplaceront alors par les M72, bien plus légers et compacts. La France va également utiliser ce lance-roquette et concevra une version allégée avec le lance-roquette anti-char 89 F1, qui utilise de la fibre de verre ainsi qu'une nouvelle optique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce lance-roquette. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.